Cette émission est à la mémoire de Patrick David Mizel. Précédemment, dans Korach. Les révoltes se suivent et ne se ressemblent pas chez les Bnei Israël. Mais la leçon a du mal à rentrer. Vous êtes sur rosedemiel.fr, c'est le 35e podcast hebdomadaire, ou presque, on va dire. Roukat, ici Jonathan Debache. Aujourd'hui, j'enregistre avec Raphaël Benizri. Bonsoir. Et Olivier Chamoula. Salut à tous. Eh bien, messieurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'enregistrement extraordinaire, magnifique, juste après Shabbat. Shavuot Tov, Chodesh Tov Umvorach, Voilà, bonne chose. puisque c'est le début du mois. C'est ça. Donc, passez un bon mois. On dit que le début de la semaine est à l'image de la semaine. C'est-à-dire que, on va dire que la tendance qu'il y a à la sortie de Shabbat, c'est la tendance qu'on va observer après pendant toute la semaine. Et on dit que le début du mois va donner la tendance de tout le mois à venir. Donc je sais pas vous, moi j'ai une super grosse pression parce que si on réussit bien ce podcast, ça veut dire que pendant un mois entier, pendant une semaine, on va tout réussir. Donc, Amen. on n'a pas le droit à l'erreur. On démarre cette semaine par la mitzvah de la vache rousse qui est transmise à Aaron et Moshe par Hachem. Alors c'est une mitzvah qui est absolument incompréhensible. Il y a des tas de gens qui ont essayé de la comprendre et personne n'a jamais réussi. Et ça fait partie de ces choses dans la Torah qui sont... On dit que c'est un chok, c'est-à-dire que c'est un postulat, il faut partir du principe qu'il faut le faire, et c'est tout, et on trouvera jamais d'explication, on ne saura jamais pourquoi. C'est un petit peu comme si, j'avais entendu ce super parallèle, c'est un petit peu comme si tu remontais au Moyen-Âge et t'essayais d'expliquer à un type ce que c'était un iPhone. Le gars, il va écarquiller les yeux, tu auras beau lui expliquer en long, en large, en travers ce que c'est, comment ça marche, pourquoi, il ne pourra pas le comprendre. Donc un jour, peut-être, on comprendra la mitzvah de la vache rousse, pourquoi, comment... Ah, c'est sûr, au moment du Mashiach, Voilà. on aura tout compris. Mais finalement, ça devrait être toutes les mitzvot qui devraient être en quelque sorte illogiques, puisqu'il n'y a pas vraiment de logique humaine, si on peut dire, dans les mitzvot, puisque la Torah a été créée avant même l'existence de l'être humain, et donc il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de logique à ce moment-là. Donc elle a été créée avant, donc la Torah ne suit aucunement une certaine logique. Mais je crois que quand on parle d'expliquer une mitzvah, c'est pas tant d'expliquer pourquoi Hachem nous le demande, parce que ça on peut pas l'expliquer, c'est plutôt de comprendre, D'essayer de comprendre. d'essayer d'y trouver une raison. Par exemple, tu ne voleras point. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est communément admis par l'ensemble des civilisations modernes. C'est rationnel. Voilà, c'est rationnel. Quoique, On c'est vole pas, rationnel, mais bon. on vole Par exemple, pas. on va te dire ne tue pas. Pour Ouais. nous, ça a l'air logique, mais si tu réfléchis bien, peut-être on tue pas parce qu'on a peur de tuer par rapport à à la législation, par rapport à l'État, on sait que c'est sévèrement puni. Peut-être le gars ne Non, tue mais- pas pour cette raison. Non, mais aujourd'hui, la plupart des gens comprennent que tuer, c'est mal, que prendre la vie d'une autre personne, c'est mal. Donc, quand la Oui. Torah te dit ne tue pas, tu dis oui, bah, je comprends pourquoi. Est-ce que maintenant c'est la raison pour laquelle Hachem te le dit? Ça, c'est une autre question. Il y a plusieurs réponses à cela. Tu sais, il y a un passage connu dans la Gemara, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Hatsa Akadosh Baruch Hu, etc. On dit que Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement que c'est pour ça qu'il a ajouté plein de mitzvot, tu sais, qui s'expliquent, qui sont logiques, que de toute façon on aurait faites, mais finalement, par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, respecter son père et sa mère, toutes ces choses-là qui sont logiques et qu'on aurait fait de toute façon, ce sont des mitzvot pour que justement pouvoir acquérir des mérites, c'est ça. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la vie aujourd'hui, on la joue en niveau facile. Ouais, si on veut, mais... C'est un petit peu comme si dans Super Mario Bros, à chaque pas que tu faisais, il y avait une pièce qui sortait, voilà. Ouais, mais c'est un pas quand même. Sympa, voilà. Mais t'as plus besoin de faire d'efforts. Ouais. Il y a plus besoin de grimper tout en haut du château pour aller en attraper une. Bon, même si tu peux le faire si t'as envie. Hein. Mais je pense que même, quand bien même les mitzvot rationnels sont, on peut les comprendre, elles ont quand même leur petit côté irrationnel et leur grandeur vis-à-vis de Dieu. Bien sûr. Et que, Par exemple, ne pas tuer, c'est un peu pas. une idée contemporaine. Si on prend ça il y a quelques siècles, peut-être c'était normal pour une question d'honneur ou quoi, éventuellement. Ça dépend des faire civilisations. un combat Ça avec dépend. quelqu'un. C'est Ouais. ça dépend des civilisations, donc c'est pas une logique
Oui, c'est pas une logique. C'est pas une logique universelle. C'est ça que tu es en train de dire. Je suis d'accord. Ceci dit, ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de philosopher. Alors, je sais que tu passes le bac philo dans pas longtemps. D'ailleurs, on en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs qui préparent des examens, qui viennent d'en passer ou qui sont en plein dedans. Voilà, on vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de mazal dans ce que vous faites. Amen. Beaucoup de bonnes choses. Voilà. Allez, maintenant on démarre pour de vrai. Donc, la vache rousse. En quoi ça consiste ? Donc, c'était une vache qui était intégralement rousse. Il n'y avait pas un poil qui n'était pas roux. Il fallait que cette vache n'ait jamais travaillé et bien sûr qu'elle soit exempte de tout défaut physique, puisque on ne lui faisait pas la causette pour savoir ce qu'elle pensait de la politique. Elle devait être immolée par Éléazar. On rappelle que Éléazar, c'était le fils d'Aaron, et il mélangeait du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, donc des différents bois, au foyer au moment de l'immolation. Et les cendres qui en sortaient servaient à purifier les Bnei Israël qui avaient été au contact d'un mort. Et le Bnei Israël devait le faire dans les 7 jours qui suivaient le contact. Alors, on sait également que le Kohen qui purifiait un Ben Israël de cette manière était lui-même rendu impur, après il fallait qu'il aille se purifier. Voilà, donc une mitzvah qui est absolument incompréhensible, le type pour le purifier, en fait on va lui jeter des cendres dessus. Voilà. En tous les cas, il faut rappeler que, comme tu l'as dit, un Ben Israël qui était en contact avec un mort devenait impur, et à ce titre-là, n'avait pas le droit d'entrer, par exemple, dans le Beth Amikdash, de profiter des corbanotes. Ou de faire un korban. On en a parlé. Ou de faire un korban. Je crois qu'on avait parlé un petit peu lors de Pessar, par rapport à Pessar Sheni. Absolument. En tous les cas, il fallait se débarrasser de cette toum'a, de cette impureté, par le processus de la vache rousse. Voilà. Alors maintenant, mettez en route les violons, parce qu'il y a un passage triste, un personnage qu'on aimait bien et qui nous quitte. Myriam, la sœur de Moshe et d'Aaron. Myriam meurt dans la paracha de cette semaine. Et il y avait un rocher qui suivait les Bnei Israël dans leur périple dans le désert et qui leur donnait de l'eau. Et l'eau s'est arrêtée. L'eau s'est tarie à la mort de Myriam. On apprend de là que c'était grâce au mérite de Myriam qu'il y avait cette eau. Quel était ce mérite ? Qu'est-ce qu'elle avait fait de si extraordinaire ? Eh bien, rappelez-vous, quand la maman de Moshe avait placé Moshe dans le couffin sur le Nil, Myriam avait suivi ce couffin pour s'assurer qu'il ne lui arrivait rien. Elle avait passé un quart d'heure à le suivre jusqu'au moment où le couffin est arrivé dans les bras de la fille de Pharaon. De Bathia. Voilà. Eh bien, ce quart d'heure qu'elle a passé, qu'elle n'était pas obligée de faire, et qu'elle a fait en plus, lui a donné tellement de mérite que par ce mérite-là, tous les Bnei Israël ont eu de l'eau dans le désert pendant des années et des années. Donc, à la mort de Myriam, le rocher ne donne plus d'eau. Et là, il faut se retourner vers Moshe. Alors, pour qu'il fasse quelque chose. Faut imaginer comment Moshe était à bout de nerfs. Il n'en pouvait plus des révoltes continuelles des Bnei Israël qui passaient leur temps à se plaindre. Et lorsqu'ils n'ont plus eu d'eau dans le désert, ils ont dit « Qu'est-ce que tu as fait encore de nous sortir d'Égypte ? On va mourir de soif et tout. » Comme s'ils avaient oublié que pendant plus de 40 ans, ils avaient bu de l'eau tous les jours dans le désert. Comme s'ils avaient occulté ce miracle. Et Moshe va s'adresser à Hachem. Et Hachem lui dit « écoute, tu vas aller parler au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. » Et Moshe était tellement excédé par le comportement des Béné Israël que quand il arrivait devant le rocher, au lieu de lui parler, il a tapé. Et il s'est rien passé. Il a parlé une fois avant, non ? Quand même. Non. Même pas directement, il non, a frappé. Il est arrivé, il a tapé. Et donc, une première fois, il se passe rien. Il va pour taper une deuxième fois, et là, il y a l'eau qui sort du rocher. Et... le Midrash qui raconte qu'au départ, c'était du sang. Qui sortait du rocher ? Qui est sorti du rocher. Après, les Bnei Israël disaient donc ils se moquaient en quelque sorte. Après, il y a des petites gouttes d'eau qui sont sorties du rocher. Après, les Bnei Israël ont continué à se moquer. Il a dit Moshe n'a que des petites de l'eau pour des nourrissons à nous donner. Et alors finalement, après, il y a toute l'eau. Il y a énormément d'eau qui est sortie du rocher. Jailli. Et qui a noyé tous les moqueurs. Ouais. C'est le Midrash qui Ils apprennent pas, hein. Ouais. C'est ça qui est fou. Bon. En tout cas, pourquoi est-ce que Moshe devait parler au rocher ? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de lui frapper ? Parce que le rocher, il attendait qu'on lui parle. Et alors, il prend un coup. Il comprend pas. C'est quoi ce coup ? Pourquoi on me frappe d'un coup ? Quand il en prend un deuxième, il dit « Bon, attends, je vais te donner toute l'eau que tu veux. Arrête de me taper. » Il voulait pas. Il avait mal. Et
Donc les Bnei Israël ont de l'eau, ils sont très contents. Hachem s'adresse à Moshe et lui dit « Moshe, qu'est-ce que t'as fait là ?»« Je suis allé, je me suis occupé du rocher, voilà, ils ont de l'eau. » « Mais Moshe, je t'ai pas demandé de le frapper le rocher, je t'ai demandé de lui parler. » Et il dit « Ah oui, bon, je me suis trompé. » « Eh ben à cause de toi, je n'ai pas pu révéler ma grandeur au Bnei Israël, donc tu vas être puni. » Et à partir de ce moment, le destin de Moshe et d'Aaron est scellé, puisque Aaron a participé, et jamais ils ne rentreront en Eretz Israël. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, prier Hachem, Hachem restera ferme là-dessus. Ils ne rentreront pas en Eretz Israël. Et alors, l'explication, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? À cause de vous, mon nom n'a pas été sanctifié et tout. Eh ben, il y a un commentaire qui rapporte la chose suivante. L'âme, elle a ses raisons que la raison ignore. Les Occidentaux ont transformé ce proverbe pour décrire l'amour, mais la vérité, c'est que c'est l'âme. Et on peut s'adresser à quelqu'un pendant des années, tous les jours, et lui dire « Tu sais, là, ce que tu fais, tu devrais pas le faire. » Et ça sert à rien. Et tu peux lui démontrer par la logique, par les mathématiques, par la philosophie, par tout ce que tu veux, que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il t'écoutera pas, parce qu'il a pas envie de t'écouter. Et un jour, cette personne-là va voir quelque chose, va entendre quelque chose qui va le toucher et qui va changer son raisonnement, qui va changer sa façon de faire. Et on dit que le fait que Moshe parle au rocher en lui disant « Hachem m'envoie vers toi, il te demande de donner de l'eau aux Béné Israël », ça aurait touché profondément les Béné Israël, ça leur aurait parlé directement dans l'âme, et ils auraient fait une tchouva, ils auraient arrêté de se rebeller, on va dire qu'ils auraient accédé à un niveau supérieur dans leur service d'Hachem. Et comme il a tapé, eh bien, il n'y a pas eu cet effet. Et c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression que une chose, elle est toute petite, elle n'a pas d'importance, mais que c'est... en fait, quand on sait vraiment ce qui se passe derrière, on se rend compte que des fois, les événements prennent des proportions qui sont absolument extraordinaires. Quelque chose qu'on pensait anodin devient absolument important et absolument primordial. Et des fois, quelque chose qu'on pensait être important, on se rend compte que c'était des ch'touillottes. Et c'est pour ça que si on a un voisin qu'on a envie d'inviter, par exemple, pour enregistrer un podcast sur la paracha, on va lui demander une fois de venir. Il va dire non, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il ne faut pas s'arrêter parce que peut-être que c'est la 362e fois qu'il va venir. Et si tu t'es arrêté à 361, les 361 que tu as faites, elles n'auront servi à rien et tu auras loupé la dernière. Il ne faut pas baisser les bras. Et Moshe a baissé les bras à ce moment-là, il en avait assez. Bon, il était excédé. Un homme normal, ça fait très longtemps qu'il aurait sorti un fusil et qu'il aurait un petit peu calmé les gens à sa manière. Hein. D'ailleurs, les postiers le faisaient très bien à une époque. Mais Moshe, c'était pas n'importe qui. Et quelque chose de très intéressant dans cette histoire de rocher, c'est qu'on voit que Hachem a ordonné de taper le rocher 40 ans avant aussi. C'est vrai. Puisqu'il y a eu 2 fois. C'est vrai. Cette histoire de rocher. Et donc, la première fois, il fallait frapper. A demandé de frapper. Absolument. Mais la deuxième fois, il a demandé de parler. Oui. Pourquoi cette différence ? Alors bon, j'ai trouvé une réponse d'un... Eh bien, ça tombe bien, j'ai envie de dire. T'as une réponse, toi ? Non, du tout, ça tombe bien que tu l'aies. Voilà. Donc c'est très intéressant en vérité. C'est que la deuxième fois qu'Hachem a demandé, c'était 40 ans après que les Béné Israël soient sortis du désert. Et donc, ils avaient déjà reçu la Torah. Et donc, finalement, ils avaient un bagage. Ils avaient un trésor précieux. Et donc, ils devaient être dignes de ce trésor. Ils avaient une dignité à respecter. Et donc, ils pouvaient en quelque sorte parler. C'est pas par le simple geste, par le simple fait de frapper qu'ils allaient obtenir quelque chose. C'était des gens en quelque sorte civilisés maintenant qu'ils avaient la Torah. C'est des érudits. Voilà, des érudits. Donc, il fallait parler. Mais la première fois, ils venaient de sortir de Mitzraïm, donc de l'esclavage en quelque sorte, et donc... pas en quelque sorte, hein, tu peux le dire. De l'esclavage. Hein. Oui. L'esclavage. Et donc, ils étaient un peu au stade, on va dire... un peu sauvage. Et ils étaient un petit peu bruts de décoffrage, c'est ça que tu veux dire ? Ils sortent d'une condition d'esclave, et donc... peut-être leur seule manière de s'exprimer la plus facile et la plus acceptée, c'est un peu les gestes. C'est donc un peu voilà. À l'image des enfants lorsqu'ils sont petits, qu'ils n'ont pas encore maîtrisé le langage, leur manière de s'exprimer passe souvent par les mains, passe souvent par les poings. Et de la même manière, ce que tu dis, c'est que les Béné Israël à ce moment-là, ils étaient un petit peu comme un peuple d'enfants. Enfin, en tant que peuple, c'était un enfant. Ils venaient d'apprendre à marcher. Voilà. Et ils n'étaient pas encore capables de parler. C'était peut-être trop demandé de leur dire de parler au rocher. Et d'ailleurs, Hachem, ce qu'il a demandé à Moshe la deuxième fois,
c'est que tous les Bnei Israël et Moshe lisent un chapitre de Torah pour que sorte de l'eau du rocher. Parce qu'on dit que toutes nos bonnes actions et toute l'étude de la Torah, la nature en dépend de toute cette étude-là. Plus on va étudier, plus on va faire de bonnes actions et plus la nature va être généreuse avec nous, va être abondante et va nous être favorable. Alors là, Hachem, en quelque sorte, c'est ce qu'il voulait faire. Que les Bnei Israël étudient un chapitre de Torah et par ce mérite-là, la nature va leur être favorable. Chazak ou Baruch. Allez, on continue. Moshe envoie un émissaire demander à Édom, donc les descendants d'Ésav. Il leur demande la permission de faire passer les Bnei Israël par son pays. Édom refuse et rassemble ses armées. Là, les Bnei Israël voient très très bien la menace, ils décident de changer de direction, ils évitent le conflit. Et de faire un détour. Voilà, ils font le tour. Ils arrivent à Or Ahar, et là, Hachem annonce à Moshe qu'Aaron va mourir. Moshe doit revêtir Éléazar des vêtements d'Aaron, donc de son papa, et c'est lui qui tient le Kohen Gadol. Et à la mort de Aaron, l'ensemble du peuple observe une période de deuil de 30 jours, ce qui est énorme. Hein. Les Cananéens, dont on découvrira plus tard dans l'histoire que c'était pas des vrais Cananéens, que c'était des Amalékim, donc les descendants d'Amalek qui avaient déjà attaqué les Bnei Israël. Des infiltrés. Pire que ça. Ils sont allés, ils se sont fait passer, ils parlaient en cananéen pour se faire passer pour des Cananéens. Et ils ont attaqué les Bnei Israël et fait une prisonnière. Les Bnei Israël font une promesse à Hachem. Ils lui disent que si ils l'emportent sur les Cananéens, ils consacreront à Hachem tout le butin qu'ils tireront de cette victoire. Ils mettent une raclée aux Cananéens. Ils contournent Édom. Naturellement, le peuple se rebelle. Ah bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Hachem va envoyer des serpents pour les punir. Le peuple regrette. Il fait tchouva. Il demande à Moshe d'intervenir. Vous voyez, on en parlait la dernière fois. Quand est-ce que Moshe prie Hachem d'arrêter les fléaux contre les Bnei Israël ? C'est quand les Bnei Israël lui demandent. D'ailleurs, il faudrait demander à une autorité plus haut placée. Enfin, de toute façon, c'est facile, hein, plus haut placé que nous. Il y a à peu près tout le monde. C'est ça. Voilà. En dessous de nous, il y a la terre. Voilà. Et encore, je suis pas sûr. Hachem ordonne à Moshe de construire un serpent en airain et de le hisser en haut d'un mât. Et tous ceux qui le vivront verront. C'était une manière de rappeler cette plaie des serpents. Comme ça, ok, oui, on se rappelle, oui, on s'était rebellé, oui, les serpents, oui, non, on recommencera pas. Jusqu'au prochain épisode. Les Bnei Israël continuent les conquêtes de ceux qui les attaquent. Et alors tombent contre eux Sihon, le roi des Amoréens, Og, le roi de Bashan. Et là, les Bnei Israël chantent pour remercier Hachem. Et la paracha se finit lorsqu'ils campent dans les plaines de Moab. Et là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une paracha phénoménale. Balak. Avec plein de péripéties. Ouais. On a oublié de dire que c'était le 35e épisode ? Ou on l'a dit ? Non, on l'a dit ? Ouais. Voilà, on espère que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter en vous rendant sur le site rosedemiel.fr, en nous suivant sur YouTube, donc c'est pas compliqué. On a une page Facebook qui est gérée par notre ami Raphaël. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter. Allez, tweetez-nous des trucs, ça serait sympa. Voilà, et toute personne qui voudrait éventuellement recevoir par mail chaque semaine le lien du podcast, c'est tout à fait possible puisque cette semaine ou la semaine dernière on a commencé oui, absolument. ce système de newsletter. Si vous voulez recevoir des petits mails, promis, on ne les utilisera pas pour faire autre chose. Envoyez-nous vos coordonnées à contact@rosedemiel.fr. Donc c'est tout attaché en minuscule, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'espace. Et voilà, on vous donnera toutes les informations. Si vous souhaitez dédier l'émission pour la guérison ou pour la mémoire d'un proche ou toute autre raison, n'hésitez pas, l'adresse est la même et vos commentaires sont les bienvenus. On vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Merci beaucoup Jonathan. Hein. Merci à toi. Zach. Merci à toi Olivier. Mais avec plaisir, tout le plaisir est pour moi. Shavuot Tov, Rosh Chodesh Tov, et on vous dit à tous à très bientôt, excellente semaine. Bye bye. Et bon mois. Shabbat shalom.